Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. De la Corse au Brésil en passant par l'Italie, Laurent Bruschini revient avec Mélodisme, un album de reprises plein de couleurs et autant de promesses. Marie-Jo Arreilly-Lindigne, elle, évoquera la place du chant dans la société corse à travers les âges et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir Caroline. En forme ? Pleine forme. En pleine forme, ça me plaît. Laurent Bruschini, bonsoir. Bonsoir Caroline. Et merci d'avoir accepté Merci à notre vous de m'avoir invitation. invité. Merci beaucoup. Alors vous nous présentez ce soir votre 4e opus, Oui, donc Mélodisme, tout à fait. 9 titres de reprise de la chanson, des standards Des standards, effectivement, corse, mais pas que. mais pas que. La preuve, on écoute quelques notes. Alors je pense que tout le monde Oui, aura, déjà reconnu. aura reconnu, Je crois que c'était une nouveauté, même pas. n'est-ce pas? Parlez-nous de ce choix, Parla più piano. C'est un titre qui parle à tout le monde, et par la musique, et par le film. Le parrain, on le Parrain. rappelle quand même. Oui, c'est un titre qui avait été chanté à l'époque par Gianni Morandi, et qui avait été repris dans bien des langues, et il y a eu plusieurs versions, notamment celle de Tino Rossi, Dalida, qui portait le titre. C'était une adaptation en français par le plus bas. Donc c'est une chanson que j'ai souvent entendue, que je ne chantais pas auparavant, et puis voilà, ça a été l'occasion de la mettre sur cet album. Une chanson qui me plaît effectivement beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'exercice de la reprise? En fait, j'avais fait déjà 3 albums de création essentiellement, et j'avais en tête pour ce 4e album de m'attaquer à la reprise. C'est un exercice très difficile, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui, c'est risqué. C'est risqué puisqu'on s'attaque à des titres comme je l'ai fait qui sont des références. Ah, ce sont des monuments de la Pour ne pas chanson dire des monuments, internationale. et oui. donc il y a effectivement un risque, mais je voulais le faire de la manière la plus sincère qui soit, en apportant ma manière de concevoir le chant et en restant fidèle à l'original pour ne pas trahir l'idée de départ. Alors comment vous les avez sélectionnés, ces titres? C'est des chansons ou des chants que j'écoutais en étant enfant ou dans l'adolescence. Donc vous êtes lié à Évidemment, il y de manière a plus personnelle. Il y a un lien affectif avec ces chansons, pour la plupart. Et puis il y a aussi l'esthétique de ces morceaux qui est très forte. C'est aussi la mélodie, puisque Oui. le titre de l'album, Mélodisme. Oui, je voulais un titre en français pour qu'on me pose la question pourquoi un titre en français. Et puis aussi, mélodisme, la définition de mélodisme, c'est soin particulier apporté à la mélodie. Donc je pense que ces titres de par eux-mêmes sont déjà très forts en termes de mélodie. Et puis de mon côté, avec mon équipe, je voulais travailler là-dessus et apporter moi aussi mon idée de la mélodie. Voilà. Là, on entend les premières notes, Oui, au Mio Mouline. au Mio Mouline, oui. Alors, racontez-nous votre histoire avec cette chanson. C'est une chanson que j'ai... Je suis pas très vieux, mais de par mon âge, je l'ai entendu très souvent étant... Dominique Marfise, je le rappelle. Dominique Marfise, ouais, chantée par le grand Charles Roch. Et c'est une chanson que j'entendais à la maison, en voiture. Donc évidemment, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Et puis, je l'ai chantée... il y a pas mal de temps, je la chantais déjà. Et puis, je me suis dit qu'elle avait sa place sur cet album. C'est une manière aussi, même si elles sont très connues évidemment, mais c'est une manière de les pousser un peu plus dans le temps, de les faire durer un peu plus. De les faire durer, de créer une continuité entre ce qui a été et ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'esprit de cet album, c'est un côté peut-être un petit peu old school, sans pour autant être dans quelque chose de daté. Je voulais vraiment quelque chose qui appartienne à ce qui a été, mais qui soit assez classieux et assez élégant dans la présentation. Donc voilà, on est très loin du cheap et je voulais vraiment que ce soit dans ce sens.
l'exercice était là aussi de ne pas tomber dans quelque chose de trop daté. Donc c'était vraiment un grand défi. Marie-Jo, allez-y. Excusez-moi, donc l'idée n'était pas de moderniser, c'était de faire plutôt Non, perdurer. L'idée était de faire perdurer ces chants, ces chansons, et de créer un lien entre les anciens interprètes et moi, c'est-à-dire qu'il y ait une continuité entre ces artistes. Vous êtes et moi. autorisé quand même des touches personnelles, des Bien adaptations. bien évidemment, mais on a essayé, par exemple sur Opium, on s'est assez éloigné de la version originale et originelle, mais dans l'ensemble, je dirais qu'on est resté sur quelque chose d'assez fidèle, tout en ayant des choses assez particulières dans l'interprétation, notamment ma manière de chanter. Oui, voilà, après c'est... Voilà. Voilà, vous le dites, vous les réinterprétez, vous les avez réorchestrés aussi. Oui. Comment fait-on pour s'approprier ces standards sans les dénaturer? C'est une bonne question. C'est un exercice d'équilibriste. C'est un exercice d'équilibriste. J'ai été dans la réalisation de cet album aidé par Jérémy Vullamier, à qui j'ai confié la direction artistique. C'est un jeune musicien de 20 ans qui a de suite compris où je voulais aller malgré son jeune âge. Il a saisi exactement ce que je voulais mettre en avant dans cet album. Et je lui ai confié la direction artistique. Et en fait, son travail plus mon interprétation ont permis d'avoir le résultat que vous avez pu écouter, qui plaira, je l'espère. Laquelle a été la plus compliquée à reprendre? Celle qui vous a fait le plus peur, peut-être? Celle qui m'a posé le plus de problèmes, peut-être pas de problèmes, mais où j'ai eu le plus de crainte, je pense que c'est Carouse, ouais. Ah. Ouais. Et en plus, je l'ai mise sur la plage numéro 1 de l'album, donc ouvrir un album avec Carouse, ouais, c'était quelque chose de... Elle est très technique? Oui, elle est technique, évidemment. Elle est technique, elle a été chantée par des gens autrement plus compétents que moi dans le chant, donc c'était gonflé, ouais. C'était gonflé, mais moi j'aime les défis et à chaque fois que je sors un album, j'essaie d'être dans quelque chose que je n'appréhende pas encore. J'aime la découverte et j'aime aller vers le plus. Et l'exercice est réussi. Laurent Merci. Brouskine, vous avez réalisé cet album, c'est la 4e fois. Oui, c'est ma 4e autoproduction, absolument. Alors racontez-nous, comment réalise-t-on un album? Mais à vrai dire, lorsque j'ai commencé, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais aucune des étapes et puis au fur et à mesure, on se forme. Il y a l'aspect du chant, donc l'aspect technique, l'aspect musical, et puis il y a aussi tout ce que les gens ne voient pas. Voilà, toutes les démarches administratives qu'il faut faire, les demandes, la SDRM, la SACEM, un tas de choses qui peuvent administratives qui peuvent freiner un artiste qui s'autoproduit. Ouais. Et est-ce qu'il est facile de diriger le Laurent Brouskine chanteur? Non, je ne me laisse pas diriger. Je ne me laisse pas diriger. Mais ceci dit, je laisse la porte ouverte au dialogue et lorsque je suis bien entouré, lorsque j'ai une équipe solide en qui j'ai confiance, je délègue assez facilement et je suis prêt à discuter des éventuels changements musicaux qui pourraient y avoir. Peut-être quelques mots sur les musiciens qui vous accompagnent? Oui, donc j'ai cité Jérémy Vullamier au piano et à la direction artistique, Philippe Biondi au vibraphone, bandoneon, percussion, Jeff Tekeyan à la basse, Mathilda Dayou au violon 1, Christina Watt au violon 2 et Guillaume Bongero au violoncelle. Donc vous étiez bien entouré? Oui, il y avait une équipe, il y avait un noyau dur, je dirais, qui tourne déjà avec moi sur les dates. Et puis ensuite, sur Paris, puisque l'album a été enregistré à Paris, le studio m'a proposé ces musiciens. Pourquoi ce choix de Paris, justement? Parce que j'avais besoin de me confronter à quelque chose de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, c'était risqué, puisque entamer un album sur Paris, dans un studio qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de particulier. Mais ça s'est très bien passé. J'ai trouvé un studio qui correspondait totalement à mes attentes. Et voilà, je suis tombé, en plus, je voulais un petit peu m'éloigner de la Corse dans la production. Et puis le fruit du hasard a fait que je suis tombé
sur un Corse aussi là-bas, puisque le studio appartenait à un Corse. Voilà. Nous sommes partout. Mathieu Maestracci. Nous sommes partout, exactement. Marie-Jo, une question peut-être pour Laurent Bruschini sur la création. Moi, oui, sur la création, je me demandais justement si vos musiciens aussi avaient aussi apporté leur touche, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de très écrit, bien entendu, Ouais. mais à partir du moment où il y a de l'humain, il y a forcément des choses aussi qui évoluent, et dans quelle proportion? Alors, les choses évoluent. On est parti de Corse avec des partitions en main qu'on a livrées aux musiciens là-bas. Mais ensuite, il y a la sensibilité de la personne qui joue, puisque la musique, c'est avant tout de l'humain, en dehors d'être de la technique. Ce qui prime et ce que les gens ressentent lorsqu'ils écoutent un morceau, qu'il soit chanté ou joué, je pense que c'est l'émotion qui peut s'en dégager. Donc, ces personnes-là ont à la fois un très gros niveau technique, mais aussi une grande sensibilité. Et c'est dans ce sens que je veux aller, en tout cas lorsque je produis quelque chose, qu'on ressente l'humain. On n'est pas dans l'idée du musicien de studio qui ne doit rien apporter d'autre que ce qu'on lui a demandé. Là, il y a cette dimension... Non, oui, en fait, la musique, c'est un partage et c'est quelque chose... il y a quelque chose de magique qui se crée en dehors de la partition. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui permet d'aller où peut-être où on n'avait pas forcément prévu d'aller au départ. Et c'est toute la magie de la musique. Alors, et vous avez vraiment pensé à tout, puisque le CD a l'aspect d'un mini-disque vinyle qui rappelle du coup ces chansons d'époque. Vous regrettez ce son aussi du vinyle? Alors, qui revient d'ailleurs... Je l'ai peu connu, je vais pas vous mentir, je l'ai peu connu le son du vinyle. Mais c'est vrai qu'il y avait une chaleur, une couleur particulière. Ouais. Ces petits craquements, ces petits accidents qui finalement ajoutent aussi quelque chose. Mais c'est ce qui a apporté beaucoup de couleurs au titre enregistré. Ouais. Et pourquoi ce choix alors pour le CD visuel? C'était un petit clin d'œil à l'esprit de l'album. Voilà. Alors, et là, nous entendons Tifa Ouais. de François Vincenzi. Oui, chanté par le grand Tonetio aussi. De la même manière, lien qui vous unit à cette chanson. Le lien qui m'unit à cette chanson, c'est le lien qui m'unit, comme beaucoup de chanteurs et beaucoup de Corses, à Antonio Chiosi, puisqu'il m'a guidé dans ma carrière solo, je dirais. C'est une des personnes qui m'a donné envie d'entamer cette carrière. Et puis la thématique de la chanson qui est énorme. Un vrai mentor, pas seulement une idole. C'est un mentor, c'est une référence, c'est un exemple. Je pense qu'en termes de longévité et de qualité... c'est certain. Voilà, il a fait plus que ses preuves. C'est vrai qu'on vous souhaite la même carrière. Mais je me la souhaite aussi. Alors, on va peut-être parler de vos débuts, parce que vous avez commencé par la Padjil. Oui, j'ai commencé par la Padjil. C'était un petit peu un passage obligatoire et naturel. Je dirais que je pense avoir commencé par le commencement. Vous avez fait vos gammes. J'ai fait mes gammes, si l'on peut dire, oui. Donc c'était une démarche qui était plus patrimoniale que musicale, je dirais, au départ. Hein. C'était une manière de me replonger, dans ce chant, dans sa version la plus pure. Voilà, donc je me suis d'abord formé au chant traditionnel, voilà, qu'il soit profane ou sacré, voilà, en intégrant un groupe, notamment Dimadio, et puis voilà, ensuite il y a eu une évolution qui s'est faite de manière assez naturelle. Alors, de manière tout aussi naturelle, Marie-Jo, vous allez nous présenter l'histoire, ou en tout cas les chants traditionnels, populaires plutôt, qui rythment la vie des Corses. C'est ça, oui, parce que c'est vrai que cette chronique souvent nous permet de nous évader un peu de la Corse, mais là non, j'ai envie de rester en Corse cette fois-ci pour rappeler qu'effectivement la vie des Corses était rythmée par le chant pendant des siècles et des siècles. À l'heure actuelle, ça se perd un tout petit peu. Le chant est toujours présent, mais ce n'est pas la même régularité. Alors, il y a des gens qui ont fait de très beaux recueils, donc je vous les conseille, ça devrait être dans toutes les bonnes bibliothèques. Chant populaire de Corse de Jean-Baptiste Marcaggi, qui était sorti quand même en 1926, qui a été réédité chez Albiane. Chant populaire de l'île de Corse d'Edith Soswell Colucci, que j'ai là. Tenez, celui-ci, je peux vous le prêter. Allez.
Je le prête seulement. 1933, réédition aussi. Vous êtes dur. Le Cantum Austral, évidemment, de Diarmana de Zerbi, que tous les étudiants corses ont eu un moment dans leur poche pour pouvoir chanter pendant les longues soirées étudiantes, justement. Et puis l'Antologia di Cantum Austral, que Germaine de Zerbi avait aussi commencé avec Miguel Raffaelli. Voilà, deux personnages qui sont vraiment remarquables. Moi, j'ai une pensée particulière pour Miguel, que j'adore, et qui n'a pas été tout à fait achevé chez La Marge Édition à l'époque et Colonne à Édition. On lance un appel à Jean-Jacques. Il pourrait peut-être continuer un peu ceci. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la vie du jeune Corse commençait avec la berceuse, la nana, bien entendu, mais on pourrait croire que la nana, c'est juste un chant pour endormir les enfants. Et pas seulement, parfois, il y avait des choses graves qui étaient dites. Et je pense... Tout à fait. Et je pense à... Alors, oui, par exemple, dans Ciucciare, là, il y a toute une espèce de dimension sur ces fameux trois lièvres et Trecuni, ou alors les deux œufs qu'on trouve dans ce nid, qui serait une manière pour la mère qui berce en fait l'enfant de communiquer des informations aux bandits qui sont cachés chez elle et de leur dire quand les gendarmes sont là, quand ils partent, etc. Puis il y a aussi... Sottoaluponte, où quand même elle est en train de bercer son enfant et elle lui dit ça fait 5 mois que nous sommes seuls parce que la guerre a pris les pères de nos enfants. Donc là aussi il y a quand même une dimension qui est assez triste, donc on pouvait dire des choses graves aussi dans les berceuses. Après, il y avait les enfants qui s'entraînaient aussi au chant avec tout ce qui pouvait être ronde, des filastroques, et qui avaient cette dextérité verbale et qui commençaient à apprendre le chant, à apprendre aussi l'improvisation et à commencer à s'approprier Uverzu, qui va à chaque fois guider aussi le chant et l'improvisation. C'était tout à fait intéressant pour les enfants. Et là aussi, parfois dans les filastroques, on dit des choses qui sont assez intéressantes sur la vie du village. Je passe vite au chant du travail. Il y en avait plusieurs. Celui qui est connu par-dessus tout, c'est Atribière, le chant qui était donc chanté pendant qu'on battait le blé sur l'air, sur l'Adia. Et évidemment très connu parce que Félix Quilici en avait enregistré une in situ, en suivant les bœufs et l'homme qui chantait ça. Et Pedro Gualfucci a fait une reprise magnifique de ce chant-là. C'est vrai. Ensuite, il y avait les jeunes, évidemment, qui utilisaient la sérénade pour pouvoir flirter. Et puis aussi, de temps en temps, quand on réglait ses comptes, dans des formes de lamenti, comme dans Brunette, où quand même le jeune est conduit, explique quand même que cet amour n'a pas duré, voilà, qu'il a fait comme la bruyère, qu'il a fleuri, mais qu'il n'a jamais finalement donné de fruits ou de grains. Et puis, il lamente, c'était très important quand on perdait par exemple un animal dans une famille, ou lamentu di Fagiane ou au-dessus de Filigone, ça pouvait être un drame puisque l'animal servait aussi beaucoup à vivre et à survivre. Il y avait les scherzi aussi qui étaient très intéressants parce que dans les scherzi, chansons donc satiriques, on pouvait dire des choses horribles, mais absolument horribles. Mais pendant, c'était une sorte de trêve. Et donc, on pouvait dire des choses graves sans avoir peur, en fait, de représailles. Alors, les scherzi politiques, ça y va quand même tranquillement. On pense tous, évidemment, à Manette, bien sûr. C'est un chant de mon village. Donc, vous avez montré ce livre, il y a 2 chants de chez moi. Il y a Anana di Pallega et Manetta. Donc, et Manetta, voilà, chanté donc par la sœur qui lui rappelle qu'il a commencé simplement et que là, il se prend un peu pour un autre quand même. Le Tiame risponde évidemment, qui était plus une joute poétique, mais pas beaucoup d'agressivité. Et puis on finissait sa vie évidemment avec les lamentations funéraires qui, selon les régions, s'appellent Voce, Ribalat, Abadat, Lamenti aussi, ça dépend un peu des régions. Et selon que vous étiez mort d'une mort naturelle ou accidentelle ou d'une mort violente, le texte aussi changeait extrêmement et tout ce qui était dit dedans, parfois il y avait des règlements de compte, c'est pareil, il y avait cette espèce de trêve qui faisait que, même si vous régliez vos comptes avec votre famille, il n'y aurait pas de représailles tout de suite. En revanche, les appels à la vengeance étaient vraiment là pour être tout à fait effectifs. Ce qui me fait dire quand même que le chant en Corse a toujours été quand même un espace de liberté absolument incroyable. Oui, il y a une force du chant dans toute sa diversité. Je pense que c'est un espace où on peut dire beaucoup de choses. Pour une société qui, quand même, parfois est un peu dangereuse, un petit peu dangereuse, quand on dit des choses. Oui, c'est vrai. Que sont devenus tous ces chants, ces textes ? Alors justement, il y en a pas mal dans ces anthologies. Là, j'ai aussi celle de Marcaggi sur les chants de la mort et de la vendetta. Il y en a pas mal quand même qui ont été écrits, beaucoup justement au début du 19e siècle et au début du 20e et à la fin du 19e siècle, avec un intérêt aussi italien et puis toute cette période de pré-réacquiste qui était vraiment juste avant la guerre, quoi. Et donc il y a pas mal de recueils et il y a eu beaucoup de collectes à l'époque avec Félix Quilici notamment. Il y a des heures et des heures d'enregistrement. Notamment au Musée de la Corse, que je vous invite à aller écouter. Oui, moi je me suis penché sur ce travail il y a bien longtemps maintenant, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et pour un chanteur,
c'est important de savoir un petit peu le commencement des choses. Et c'est quelque chose qui m'a suivi un peu plus tard aussi, dans ma manière de chanter. J'ai évidemment gardé... Vous portez ça aussi en vous, ce Je le porte patrimoine-là. aujourd'hui de manière inconsciente, puisque je l'ai digéré, mais je dirais qu'évidemment, je suis issu de ce chant et j'en suis très fier. Alors Laurent Bruschini, sur cet album, pas de duo. Non, pas de duo. Pourtant, vous n'êtes pas contre l'exercice. Absolument pas. Bien au contraire, et je vous invite à regarder ces images. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades égoupillées. Alors c'est un extrait du live présenté par Laurent Vital, qu'on embrasse bien sûr, avec Imantini. Ouais. Alors a priori ce sont deux univers pas tout à fait différents, mais bon quand même. Assez différent, je dirais assez différent. Oui, ben ça a été, c'est Laurent Vital qui m'avait appelé pour me soumettre l'idée de ce duo que j'ai accepté avec grand plaisir. Et voilà, donc je vous parlais de la magie de la musique, c'est ça aussi, de pouvoir mélanger et mettre sur une même scène des gens qui n'ont pas forcément le même parcours musical ou la même idée de ce qui peut se faire en musique ou en chanson, et puis de réussir à faire quelque chose qui tienne la route. C'est ce qui vous a fait également accepter de participer à l'album Corso Mezzo Mezzo. Oui, lorsque Patrick Fiori m'a décrit le projet, ça m'a plu évidemment de pouvoir mélanger ce que je suis, ma manière de chanter, avec tout ce qui peut être représenté en dehors de la Corse, oui. Alors on vous retrouve à côté de Jennifer, De Jennifer, ouais. pour Record. Ouais, Et une on grande chance. a un petit extrait également. Tu passada, si te da lontana per sempre di me. Oh, passioni voltada, amori udano domani per me. Dimmi dove sei, che posso va qui senza te. Dimmi dove sei, so solo così senza te. Les copains d'abord, avec Isurjan qui vous accompagne également Ouais. sur scène. Une magnifique aventure. Oui, magnifique aventure, une grande chance pour moi et un honneur d'avoir pu mêler ma voix à celle de Jennifer et d'avoir intégré ce projet. Alors, on revient pour les quelques minutes d'émission qui nous restent à Mélodisme, votre Oui. 4e album qui se conclut, lui, par le Dio vi salvi Regine. Une évidence, je suppose. Une évidence, oui. Enfin, pour moi, c'était un titre qui devait être sur cet album, de par ce qu'il représente pour moi et pour les Corses, oui. Alors, on entend les premières notes, les premières paroles. Ouais. Il y aura une tournée pour cet album.
Alors, il y a des dates qui sont en cours de programmation sur la Corse et sur l'extérieur. Je suis en train de voir comment je peux promouvoir cet album en dehors de la Corse, puisque voilà, j'aimerais vraiment pouvoir montrer ce que je fais à l'extérieur aussi. Pour conclure, une interview rapide, Laurent Bruskin, une interview mélodie. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson est bonne finalement? Qu'est-ce qui fait que la musique est bonne selon vous? Ben, la mélodie, qu'on retienne cette chanson. S'il y a une bonne mélodie, je pense que c'est une bonne chanson. Une chanson qui vous suit partout en ce moment? Là, un petit peu moins, mais Opium, je me réveillais le matin, enfin, la version que j'ai enregistrée, je me réveillais le matin en l'entendant sans allumer le poste. Donc, Allez, une chanson pour aimer. je vais faire que la promotion de mon album, mais je dirais Bésame Mucho. Ok, c'est noté en tout cas. Laurent Bruskin, merci Merci à vous. de nous Merci avoir de m'avoir accompagnés reçu. C'est un durant plaisir. cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Mais Je rappelle, reviendrai. bien sûr, je rappelle, l'album Mélodisme est disponible un peu partout. Toutes les informations sont à retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, les plateformes de téléchargement légales, évidemment. Bonsoir Marie-Jo, à très bientôt. Bonsoir Caroline, à très vite. Aussi. Alors, pendant 20 heures, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Steel. Merci beaucoup.